Alors, bonjour à vous tous. On va vous présenter un exposé ou bien une présentation sur le modèle ARIMA. On va voir le cas particulier de Sarima même, réalisé par moi-même, Amjad. Alors, l'objectif de ce travail ou bien de tout travail économétrique, c'est de faire des prévisions. Faire des prévisions pour toutes les données économétriques. Et alors, afin de faire des prévisions, il faut passer par trois étapes principales. La première, c'est d'éliminer les effets saisonniers, s'il existe bien sûr, rendre la série stationnaire et enfin déterminer le processus qui génère la série. Alors, pour illustrer tout ça, on va essayer de faire un cas pratique. Le cas pratique, il porte sur une entreprise X. Ce sont des données semestrielles des ventes de cette société. C'est une entreprise spécialisée dans la commercialisation des X de 1985 à 2016. On va voir une série qui est non stationnaire de type DS. Alors, comme on a dit, on doit stationnariser la série et comme on a annoncé au début, on va essayer de faire les prévisions avec le modèle ARIMA. Ce qui est demandé généralement, c'est de commenter les résultats obtenus à travers le logiciel Obvious. Alors, on doit commenter à chaque fois les résultats, que ce soit des graphiques, des corrélogrammes, des tests, etc. On commence par le graphe de notre série. La première des choses à laquelle on doit faire attention, c'est les données. Est-ce qu'ils sont journaliers, mensuels, trimestriels, semestriels, annuels? Pourquoi? Pour qu'on puisse dire est-ce que notre série contient des effets saisonniers ou non. Alors, si les données sont mensuelles, trimestrielles ou semestrielles, on a le droit de parler des effets saisonniers. Par contre, si les données sont journaliers, entre parenthèses, on peut dire que des indices boursiers, et non pas des données journalières normales, et les données annuelles ne contiennent jamais des effets saisonniers. D'accord? Alors, le commentaire avec lequel on peut commenter ce graphique est, on remarque à travers le graphe que on a une tendance. Regardez ici, il y a une tendance. Cette tendance peut être déterministe ou stochastique. On a les données ici semestrielles, alors on peut dire que notre série peut contenir des effets saisonniers. Elle doit être désaisonnalisée. On remarque des pics et des creux. C'est tout ce qu'on peut dire à partir du graphe. On passe à l'étape suivante, c'est l'autocorrélogramme. J'ai oublié de dire que on peut dire que notre série n'est pas stationnaire, mais toujours, c'est juste des suppositions. On doit confirmer la non-stationnarité avec des tests économétriques. On passe au corrélogramme. On remarque ici que le corrélogramme d'autocorrélation simple diminue lentement vers 0 et un pic au niveau du premier corrélogramme de corrélation partielle. Toujours lorsqu'on a un pic de ce côté, on peut dire que notre série est générée par un modèle AR. C'est juste une remarque, c'est pas confirmé. Alors, lorsqu'on a cette représentation, l'autocorrélation diminue lentement et
l'autocorrélation partielle avec un pic au premier retard, on peut dire que notre série n'est pas stationnaire. Mais encore une fois, on doit confirmer avec un test économétrique. Le test économétrique, on utilise généralement le test de Dickey-Fuller. Alors, le test, c'est le test de Dickey-Fuller. Il s'appelle aussi le test de racine unitaire. À titre de précision, une série stationnaire, c'est une série qui ne contient ni tendance, ni racine unitaire. Elle n'est pas dépendante du temps. Evius nous donne la possibilité, ou bien Dickey-Fuller, donne la possibilité de faire le test à travers trois modèles. Le premier modèle, c'est Trend and Intercept. Il s'appelle aussi M3, le modèle 3. L'intercept, c'est-à-dire il est appelé M2, modèle 2, et Noun, c'est le modèle 1. Alors, pour appliquer le test de Dickey-Fuller, il faut spécifier le nombre de retards. On peut faire ici automatique, sélection, ou bien spécifier le nombre de retards. Afin de spécifier le nombre de retards, on utilise les critères d'Akaik et Schwartz. On prend le retard qui minimise ces critères. À chaque fois, on essaie avec les M1, M2, M3 avec le nombre de retards. On écrit ici 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et on prend les résultats d'Akaik et Schwartz, on choisit le minimum. Alors le test de racine unitaire, à l'aide des trois modèles, ceci nous permettra de savoir si c'est un processus TS ou DS afin de choisir la bonne méthode pour stationnariser la série. Alors, à partir de ce tableau, on peut dire que on a utilisé le test de Dickey-Fuller avec un décalage d'une période. On commence toujours avec le modèle 3. Le modèle 3 contient alors M3. On commente premièrement le trend, la tendance. On compare la tendance, on prend ici les probabilités, on a ici la probabilité de tendance, on a ici la probabilité de constante, et on a ici la probabilité de racine unitaire. À partir du M3, la tendance, on compare avec 5%. Si la probabilité est supérieure à 5%, on n'a pas de tendance. Si la probabilité est inférieure, on dit que notre série contient la tendance. Pareil pour la constante. Supérieure, on n'a pas de constante. Inférieure, on a la constante. Inversement à ça, le racine unitaire, si c'est supérieur à 5%, on dit que notre série contient la racine unitaire. Si elle est inférieure, elle ne contient pas de racine unitaire. Alors on commence par la racine unitaire. H0 admet une racine unitaire, H1 n'admet pas de racine unitaire. On peut utiliser les probabilités comme on peut utiliser les tests statistiques. On compare les tests statistiques avec les valeurs tabulées. Alors on a ici la valeur de test statistique, c'est moins 1,23 est supérieur au t tabulé à 5%, ce qui nous donne moins 3,48. Le test statistique est supérieur à t tabulé et même la probabilité est supérieure à 5%, alors on accepte H0 selon laquelle notre série admet une racine unitaire.
Pour la tendance. La tendance, on a dit que on compare la valeur de la tendance avec 5%. On a ici la probabilité est de 8%, 8% est supérieur à 5%, alors notre série ne contient pas de tendance. De même, la probabilité de la constante est supérieure à 5%, alors notre série ne contient pas de constante. Alors, on commente, on a dit que notre série ne contient pas de tendance. Si la série ne contient pas de tendance, on passe directement pour voir la racine unitaire. Si on a la racine unitaire, on peut dire que notre série n'est pas stationnaire et de type DS. Au contraire, si on avait la tendance et on n'avait pas la racine unitaire, notre série est de type TS. Dans notre cas, c'est une série de type DS. On passe à M2. Ça, c'est M3. M2 confirme l'existence de la racine unitaire. On a ici 0,99 supérieur à 5%. Ici, on commence à avoir la constante. Et pour le modèle M3 ici, confirme encore une fois l'existence de la racine unitaire. Alors, notre série est non stationnaire, de type DS. Pour la stationnariser, on doit appliquer la méthode des filtres de différenciation. Alors, comment faire pour créer une série différenciée? On avait ici la série de base. On génère une nouvelle série qui s'appelle dévente, c'est-à-dire différenciation des ventes, qui est égale à l'ancienne série, c'est-à-dire la vente, moins vente moins 1. Ici, on a le commentaire. Par ailleurs, les T calculés des trois modèles sont supérieurs aux T tabulés, quels que soient les seuils. Donc, le processus possède une racine unitaire. Le processus est donc représenté par un DS. C'est ce qu'on vient de dire. Pour stationnariser la série, nous allons utiliser la méthode de stationnarisation des différences premières. Ici, on a appliqué la différence première. On peut même, si notre série ne se stationnarise pas, passer à la différence deuxième, etc. L'important, c'est d'utiliser la méthode de différenciation. Alors, après avoir appliqué et généré la nouvelle série, on commente encore une fois le graphique. Alors, on obtient une série stationnarisée autour de sa moyenne, c'est-à-dire elle fluctue à l'intérieur de sa moyenne. À partir du graphe, on peut dire que notre série est devenue stationnaire, mais on doit confirmer toujours avec un test économétrique, c'est-à-dire le test de Dickey-Fuller. On passe à l'étape suivante, c'est la confirmation avec le test de Dickey-Fuller. On a ici le modèle M3, absence du trend, absence de la constante et absence de la racine unitaire. De même, absence de racine unitaire, absence de racine unitaire, absence de la constante. Alors, le test Dickey-Fuller nous permet de dire que la série est devenue stationnaire. Après ça, la série est devenue stationnaire, alors on doit chercher à déterminer le processus qui génère la série. Pour cela, avant, j'ai oublié, pour déterminer le processus qui génère, on utilise le corrélogramme. À partir du corrélogramme du variable stationnaire, on détermine les retards du modèle ARMA. Comment on procède? Alors ici,
le corrélogramme de corrélation partielle représente le modèle R et l'autocorrélation représente le modèle MA. On cherche à déterminer les pics, c'est-à-dire on cherche à déterminer les pics qui sortent de l'intervalle. On a ici l'intervalle de confiance. On a ici un pic qui sort de l'intervalle, c'est-à-dire R1. On a dit que cela, c'est R et ici c'est MA. On a ici R1, un pic qui sort. On n'a pas d'autre pic qui sort de l'intervalle, alors on prend que R1. On passe à MA. On a ici, dans le premier retard, MA 1 et MA 4. Alors MA 1 et MA 4. Et de même, on peut faire la combinaison entre les deux. ARMA 1, 1 et ARMA 1, 4. Alors, le 1 qui se trouve au milieu ici, il représente le nombre de différenciation. C'est-à-dire, pour rendre notre série stationnaire, est-ce qu'on a utilisé la différence première ou bien la différence deuxième, troisième? Si on a utilisé la différence première, on met ici 1. C'est le nombre de différenciation. C'est ça la spécificité du modèle ARIMA. ARIMA, c'est un modèle ARMA, mais qui a été différencié. C'est-à-dire stationnarisé avec un modèle, avec la méthode DS. Alors, ça, c'est toutes les combinaisons possibles. On va chercher, on choisit le processus à travers deux méthodes. La première, c'est de tester tous ces modèles et choisir le modèle qui minimise les critères d'Akek et Schwartz. Ou bien, valider le modèle à travers l'équation, les probabilités. Alors, je vous donne un exemple de probabilité. À travers eViews, on fait équation estimate. On fait des ventes, par exemple, c'est la différenciation des ventes. Ça, c'est le I, la différenciation. On met, par exemple, R1 avec constante. On prend les résultats. Toujours, on vérifie les probabilités. Pour valider le modèle, toutes les probabilités doivent être inférieures à 5%. Alors, par exemple, ici, on a la probabilité de constante inférieure et la probabilité du modèle R est inférieure à 5%. Alors, ce modèle est validé. Pour le valider encore, on doit voir est-ce que les résidus forment un bruit blanc et est-ce qu'ils sont distribués selon la loi normale. On fait le test de normalité. Après avoir vérifié ces deux critères, le modèle R1 avec constante ne vérifie pas les conditions qu'on vient de parler, c'est-à-dire les résidus forment un bruit blanc et les résidus sont distribués selon la loi normale. On teste le modèle R1 MA1, c'est-à-dire ARMA 1,1 avec différenciation, c'est-à-dire ARIMA 1,1,1. De même, on fait des ventes, différenciation première des ventes, le modèle R1 et MA1. On valide le modèle puisque les probabilités sont tous inférieures à 5%. On teste, on vérifie les résidus. On doit avoir tous les résidus dans l'intervalle de confiance. Si on a des pics qui sortent de l'intervalle, alors on dit que les résidus ne forment pas un bruit blanc. Dans notre exemple, on remarque que tous les pics, tous les indices, toutes les corrélations se trouvent à l'intérieur de l'intervalle. La méthode pour voir
les résidus, on fait view, résiduel diagnostic, corrélogramme, qui statistique. La statistique Q a une probabilité très supérieure à 0,05. De là, on voit les probabilités. Quelle que soit la période, le résidu peut être assimilé à un bruit blanc. Donc, le modèle est validé et peut être représenté par un RIMA 1-1-1. Mais il reste à vérifier la normalité. Alors, à partir du test de normalité des résidus du modèle ARIMA 1-1-1, on vérifie l'indice de squeamishness, kurtosis et Jack-Berra. On commence par squeamishness. Je m'excuse, l'histogramme de la distribution et les valeurs empiriques de squeamishness, kurtosis et les statistiques de Jack-Berra sont données par le test de normalité. Alors, pour squeamishness, H0, ce sont des hypothèses. V1 est égal à 0, V1 est égal à différente à 0. Alors, si H1 est vérifié, la distribution des résidus est symétrique. H1, la distribution des résidus est asymétrique. On applique la formule. On remplace le bêta avec la valeur de squeamishness. On prend le bêta de là. Moins 0,27. Moins 0,27 à la puissance 1 moins 1 sur 2, moins 0, sur 6 sur le nombre d'observations. On a, dans notre exemple, 63 observations. Les résultats obtenus, c'est 1,68. Les résultats sont comparés avec l'indice de students. On a dans notre exemple 1,96. 1,68 est inférieur à 1,96. Alors on peut dire que notre série, les résidus de notre série, est distribué symétriquement. On passe pour kurtosis. H0, kurtosis. H0, la distribution des résidus est relativement aplatie. H1, la distribution des résidus n'est pas aplatie. De même, on a la formule ici, on remplace B2 avec la valeur du kurtosis, 2,45. Alors, 2,45 moins 3, c'est donné par la formule, sur la racine de 24 sur 63 qui est le nombre d'observations. Les résultats obtenus, c'est moins 0,87. Moins 0,87 est inférieur à 1,96. Alors on peut dire que notre modèle est aplati. On passe pour le test de Jack-Berra. Jack-Berra, on prend directement la valeur de Jack-Berra. On a ici la valeur, c'est 1,54. On la compare avec le critère de Ki2 donné par le risque de 0,05, c'est-à-dire 5%, c'est 5,99. 1,54 est inférieur à 5,99, la statistique de Jack-Berra. Alors, on peut dire que le processus ARIMA 1-1-1 est donc un bruit blanc gaussien. Alors, le processus ARIMA 1-1-1 forme, le modèle est validé, il forme un bruit blanc et distribué selon la loi normale, c'est-à-dire gaussien. Enfin, on passe pour les prévisions. Pour faire les prévisions, on fait la commande expand sur views, expand pour augmenter la taille de notre série. On ajoute par exemple 4 semestres, 5 semestres, selon la période des prévisions. On sélectionne ici la série dans laquelle on veut faire les prévisions, c'est-à-dire est-ce que la série de base ou bien la série différenciée. Et on fait ici, on fixe ici la période des prévisions. Après, on met OK. Les résultats des prévisions, l'ancienne série est en rouge
Et les prévisions ici en bleu, on remarque ici l'ancienne série, on a ici non défini, et après on a ici les prévisions. Alors, puisque notre série est semestrielle, et au début on a déterminé les coefficients saisonniers, on multiplie les résultats obtenus des prévisions avec les coefficients saisonniers pour déterminer exactement les prévisions du premier semestre et le deuxième semestre. Et cela, on a terminé notre travail. J'espère que l'explication soit à la hauteur. Surtout que c'est pas ma spécialité. C'est juste j'ai essayé de vous aider à comprendre un peu de quoi s'agit-il les modèles et comment procéder pour faire les prévisions et commenter les représentations, que ce soit graphiques, des corrélogrammes ou bien les résultats obtenus par les tests. Comment stationnariser la série et comment choisir le modèle qui génère la série. Merci à vous et à la prochaine.